Pendant plusieurs décennies, les scientifiques et les chercheurs géraient les pêches en se basant sur une espèce. C'est-à-dire quoi? Vous entendez, bon, on étudie telle espèce, on affecte tel quota à telle espèce, nous allons réguler la pêche de telle espèce, par exemple, donc différentes espèces comme ça, une par une. Mais c'était simple, hein, c'était très simple la logique, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas pour quelle raison? Justement parce qu'une espèce dans l'eau ou dans l'océan ne vit pas toute seule isolée de tous les autres. Il y a un écosystème de façon globale. Et c'est ce constat qui a conduit à une nouvelle manière, à une nouvelle approche de gérer les pêches aujourd'hui. Je vous parle donc de l'approche écosystémique des pêches qu'on appelle AEP en abréviation. La logique est très simple. Je vous fais ça de façon terre à terre et un peu non technique pour que vous compreniez, c'est-à-dire, ils se disent par exemple, si nous mettons le quota de la morue à 500 000 tonnes par an et pour telle pêcherie par exemple, quelles pourraient être les conséquences sur le bar, sur les espèces carnivores qui consomment la morue, sur ce que la morue elle-même mange, sur la qualité de l'eau, sur même les oiseaux marins, sur les pêcheurs, sur les fabricants d'embarquements. De façon globale, lorsqu'on touche à une espèce, on réfléchit à tout ce qui y est raccordé. C'est ça l'approche écosystémique des pêches. Donc ça prend l'écosystème naturel déjà, et ça prend aussi toutes les relations et activités humaines qui sont associées à cette pêcherie et à cette décision qu'on va essayer de prendre. Donc c'est assez grand, c'est assez vaste. Donc de façon technique, parce que quand même je ne veux pas vous donner la définition non technique sans vous donner celle technique, donc de façon technique, ce que vous pouvez garder, c'est que l'approche écosystémique des pêches est une nouvelle façon de gérer les pêches et qui se base sur les espèces à gérer, les interactions avec les autres espèces de l'écosystème, les interactions avec l'habitat et toutes les activités humaines qui y sont liées. Vous avez l'habitude de consommer du thon rouge, je suppose, à part les végétariens et les véganes. Avant de fixer le quota du thon rouge, parce qu'il a été un poisson, une espèce à enjeu dans les années 80-90, avant de fixer son quota là actuellement, au moment où nous parlons, on étudie en amont quelles seront les conséquences du prélèvement sur les sardines, sur les dauphins, parce que les dauphins mangent les sardines, les dauphins et d'autres espèces, sur les récifs coralliens également, parce que les sardines vont se reproduire dans les récifs coralliens. Donc, on regarde, en fait, si on a assez de récifs et de superficie dans les récifs coralliens, dans les coraux, pour permettre une bonne reproduction des sardines qui vont nourrir les thons et les autres espèces qui consomment la sardine. Et vu que nous sommes dans un contexte de changement climatique, on regarde si, bon, avec les projections, est-ce que tout ça peut fonctionner et nous permettre d'extraire cette quantité de thon de façon durable. Et vous savez que quand on commence à prendre des décisions, c'est les hommes qui en subissent les conséquences, qu'elles soient positives comme négatives. Donc, on regarde aussi ce que ça peut coûter aux pêcheurs. Est-ce que ça rapporte suffisamment aux pêcheurs? Parce qu'il n'y a pas que de la pêche au thon. Il y a des pêcheurs qui pêchent également de la sardine. Donc, on regarde, en fait, tous ces éléments-là, essayer d'établir l'équilibre. Donc, ça, c'est un exemple, par exemple, c'est un exemple pour illustrer comment on peut fixer le quota de prélèvement d'une espèce donnée dans un stock donné. Un autre exemple d'application de l'approche écosystémique des pêches, c'est l'utilisation d'un certain engin de pêche, principalement ici je vous donne l'exemple du chalut. Vous allez en Indonésie, dans l'Asie, c'est là-bas que c'est assez développé, la pêche aux crevettes. Vous savez comment ça se passe? Le chalutier, aussi grand qu'il soit, il va au large et puis déploie son engin qui va racler le fond. Vous savez que les crevettes sont des espèces qui vivent au fond, donc il va racler le fond et ça remonte avec tout, quoi, tout, complètement tout, alors qu'il n'a besoin que de la crevette. Vous voyez? Et donc quand ça sort, donc
ça récupère la crevette, mais ça récupère d'autres espèces dont il n'a pas besoin. Un poisson, je sais pas, le vin de jeunes poissons, même des pêches accidentelles. Hein, on appelle ça des captures accessoires ou en anglais des bycatch. Bref, c'est un engin qui détruit l'écosystème. L'approche écosystémique des pêches interdirait ça. Parce que vous allez prélever une espèce, mais vous détruisez tout un écosystème. Parce que oui, le fond de l'océan, le fond de l'eau représente un écosystème apparent. Pas complètement indépendant, mais un écosystème entier, quoi. Donc, bref, ça, il y a plusieurs modèles, plusieurs applications de l'AEP qui existent. Je vous donne juste ces deux exemples-là pour que vous compreniez. Mais c'est un nouveau modèle qui intègre tout l'écosystème avec tous les acteurs qu'il peut y avoir autour. Ça peut être intéressant parce que nous avons besoin d'une gestion pareille pour résister et être sûr que nous aurons du poisson à manger pour les 50, 100 et 200 ans à venir. Est-ce que vous connaissez les krills? Le krill, c'est une espèce, c'est une minuscule crustacée dont se nourrit beaucoup d'autres espèces et dont je me nourris aussi, baleine bleue. Donc, ça, c'est la baleine se nourrit principalement de krill par filtration. Et j'en avale des tonnes, des dizaines, centaines de tonnes par jour. Bref, le krill est une espèce qui se retrouve à la base, en fait, de l'écosystème marin, comme un zooplancton, parce que c'est petit, donc beaucoup en consomment. Mais la pêche dans l'Atlantique Nord, entre-temps, j'ai oublié l'année, à un moment donné, les krills ont tellement été pêchés que les autres espèces qui sont au-dessus de la chaîne trophique, du réseau trophique, ont commencé à en souffrir. Et ça, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir, par exemple, qu'en pêchant du krill, une minuscule espèce, vous faites mal à la baleine. C'est pas possible. Mais la réalité, c'est ça. Et dans le sens inverse aussi, c'est possible. Quand vous commencez à capturer les grandes espèces, les animaux de grande taille, donc ceux qui sont au-dessus de la chaîne, mais ceux qui sont à la base commencent à se multiplier de façon très abondante et vont créer un autre grand déséquilibre dans l'écosystème que vous allez forcément ressentir sur les autres espèces qui sont pêchées. Donc, dans l'un ou l'autre des cas, la gestion monospécifique, ça n'a jamais fonctionné. Alors, quels sont les principes sur lesquels se base l'approche écosystémique des pêches? Le premier principe, c'est la science. C'est-à-dire que toute décision prise dans le cadre d'une approche écosystémique des pêches doit être basée sur des éléments scientifiques prouvés et approuvés. C'est très important parce que nous sommes à une époque où la science est assez développée, assez accessible. Pourquoi ne pas l'utiliser pour prendre des décisions qui sont plus éclairées? Deuxième grand principe de l'AEP, approche écosystémique des pêches, c'est la prise de décision qui est vraiment participative. C'est-à-dire que lorsqu'on identifie une pêcherie qu'on veut mettre sous gestion en se basant sur l'AEP, on va d'abord rechercher ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est-à-dire toutes les catégories socio-professionnelles de personnes qui interviennent dans cette pêcherie. Voilà. Donc, quand je dis toute catégorie, c'est vraiment toute catégorie. Hein. Pêcheurs, transformateurs, transporteurs, agents de gestion de pêche, État, tout, absolument tout. Et tout cela, il y a une manière de constituer à base de toutes ces personnes-là une cellule qui permet de prendre les décisions de façon participative. Donc, une approche participative. Troisième grand principe de l'AEP, c'est la précaution. Parce que oui, il y a la science sur laquelle on se base, mais on ne connaît pas tout. Hein. Jusqu'à présent, la recherche continue de nous apporter de nouvelles découvertes. Donc, on ne connaît pas tout. Et donc, dans une situation, dans l'AEP où on ne voit pas clair, on ne comprend pas tout, on applique le principe de la précaution. C'est-à-dire quoi? Si on veut gérer une pêcherie, qu'on étudie une espèce et qu'on ne comprend pas clairement, on dit non, on ne la pêche pas. C'est simple. On ne la pêche pas tant qu'on ne sait pas ce qui
ce qui se passerait si on commence à l'exploiter, on ne sait pas. Voilà, donc dès qu'il y a un point d'ombre, on applique le principe de la précaution, on ne fait rien, on passe à autre chose. Et quatrième principe que je vais vous nommer, c'est l'utilisation d'outils juridiques nationaux et internationaux. C'est important parce que si vous voulez gérer quoi que ce soit, mais un bien qui est commun, vous êtes obligé de vous servir d'outils juridiques. Donc, l'AEP se base aussi sur des outils, des instruments juridiques qui sont nationaux, donc les lois, les instruments juridiques qui sont internationaux. Là, on parle de traités, conventions qui sont signés. L'AEP se base dessus pour essayer, pour rendre des décisions, pour aussi s'éclairer, surtout à l'international. La FAO qui produit par exemple beaucoup de documents d'appui pour les pêcheries. Ils peuvent s'en servir, ils peuvent se baser dessus pour leur gestion. Voilà, donc je vous ai cité 4, mais il y en a jusqu'à 6 peut-être, mais ce sont les 4 principaux principes. Ouais, la tautologie quoi, c'est aussi bien, ça montre le côté humain. Ce sont les 4 grands principes donc qui gouvernent l'approche écosystémique des pêches. Alors, c'est bien d'en parler comme ça. Théoriquement, c'est très beau, révolutionnaire, mais dans la réalité, qu'est-ce que ça donne? D'abord, c'est une approche qui est assez nouvelle, assez récente. Elle a été mise au point en 2020, donc moins de 10 ans. Et avec la vitesse à laquelle les choses avancent à l'échelle mondiale, vous pouvez comprendre que son adoption peut être vraiment très lente. Donc, mollo, il faut encourager aussi les États à s'intéresser à cette approche. Et la FAO, dans ce sens, fait quand même un travail incroyable. Mais en termes d'application aujourd'hui et de résultats obtenus, il n'y a pas beaucoup de références, à part la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Zélande, oui, qui produit de très bons résultats parce que l'application de l'approche écosystémique des pêches leur a permis de reconstituer des stocks qui se sont effondrés il y a longtemps. Donc aujourd'hui, on a compris qu'il y a des stocks de poissons qui ont commencé à être reconstitués en Nouvelle-Zélande grâce à l'approche écosystémique des pêches. Également en Norvège, la gestion écosystémique de la mer de Barents leur a permis de maintenir leur stock de morue qui fait aujourd'hui partie des stocks qui sont les plus sains et les plus durablement gérés au monde. Ce sont les deux références qu'on dispose actuellement. Vous imaginez, les écosystèmes que nous avons surexploités depuis près d'un siècle ne vont pas être reconstitués aussi rapidement, donc en moins de 10 ans, qu'on applique une formule qui reconstitue tout ce qui a été détruit dans 50 ans, c'est pas très évident. Et peut-être que vous vous posez la question dans le coin de votre tête, mais pourquoi tout le monde n'utilise pas, pourquoi tout le monde n'a pas adopté la gestion écosystémique? C'est principalement parce que ça coûte très cher. Pourquoi? Pourquoi ça coûte cher? Parce que avant d'aller se prononcer sur une espèce, l'AEP vous oblige à prendre des informations sur toutes les autres espèces qui sont liées à cette dernière, à son habitat et toutes les relations et activités humaines qui sont autour. Et ça coûte cher. Étudier les espèces, les régimes alimentaires, par-ci, par-là, ça prend du temps et ça coûte cher, surtout en termes de ressources humaines. C'est principalement pour cette raison que l'adoption n'a pas aussi avancé que ça. Mais ce qui est bien, la bonne information, c'est que si on ne l'adopte pas, ça nous coûtera encore plus cher parce que les stocks finiront par s'effondrer et nous allons nous retrouver dans la situation que je vous avais expliquée au départ, pas de poisson. Et le poisson dans votre assiette vous coûtera donc un bras. Donc, c'est mieux de dépenser pour pratiquer l'approche écosystémique des pêches et maintenir durablement nos pêcheries que de les laisser comme ça ou de les gérer avec une approche mono-spécifique pour se retrouver finalement face à une situation, bon, on va pas le dire, sinon c'est catastrophique, quoi. C'est un peu ce que je peux vous dire sur l'approche écosystémique des pêches sans trop vous déconcentrer et vous bourrer d'informations parce que c'est une approche qui est assez vaste, assez complexe. Donc, en une vidéo, je ne pourrais pas tout dire.
Et ce que vous savez vous permet déjà, par exemple, de la vulgariser. Parce que l'enjeu reste là, c'est de la rendre accessible à tout le monde. Et vous comprenez à travers cette vidéo que son adoption nous permettrait de garantir durablement des protéines d'origine aquatique. Maintenant que nous savons ce que nous avons à gérer et comment on doit le gérer, il y a une question principale qui se pose. Je pense qu'à un moment donné, quand je parle de quota, vous devez pêcher telle quantité de poissons, vous vous posez la question, mais comment vous suivez? Et donc, la prochaine vidéo, on va parler de comment est-ce qu'on arrive à savoir que telle quantité de poissons ont été pêchés de telle pêcherie ou dans le monde de façon globale. Donc, dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment les débarquements, les quantités de poissons pêchés sont estimées. Mais avant ça, si tu as passé tout ce temps ensemble avec moi, c'est que la vidéo t'a intéressé. Alors, fais le geste normal, like, partage et abonne-toi pour ne rien oublier de la suite. Parce qu'après cette série de vidéos, il y aura une autre série où on va replonger, en fait, dans les questions de production aquacole. Je vous prépare de très bons sujets. Donc, allez, vous connaissez le slogan ici, c'est Baleine bleue, la vitale grandeur des eaux. On est ensemble. Ciao.